Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez de l'image? Je vois que certaines me disent qu'ils n'ont pas de son. Ah super. Bonjour tout le OK, monde. OK. Bonjour Excusez Angela. bonjour Honorine. C'est bon, tu me vois bien, tu m'entends et il me semble que dans le chat, c'est pareil. Super. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour ce petit retard, des petits soucis techniques, mais c'est bon. Bienvenue à tout le monde. On va pouvoir commencer. Je sens c'est bon, les petits messages. Tout le monde a l'air avoir du son, c'est bon? Nickel, je vois des pouces. Eh bien, bienvenue, à ce webinaire organisé par, la Banque Populaire en partenariat avec Nightline. Vraiment bienvenue à tous et à toutes. On est, très, contente en tout cas, de vous accueillir. Je m'appelle Angela Maria, je suis chef de projet pour un dispositif de sensibilisation et de déstigmatisation en santé mentale chez Nightline France et je suis accompagnée d'Honorine Gartilly. Honorine, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Ravie également d'être parmi vous pour parler santé mentale en cette fin de journée. Je suis psychologue clinicienne de formation et je travaille en collaboration avec Angela Maria, notamment sur donc ce dispositif dont elle vous parlait, la fresque de la santé mentale, notamment sur le contenu de cet outil. Alors peut-être pour vous donner un peu plus de contexte et vous présenter un peu qui on est rapidement, Nightline France. Donc Nightline, c'est une association par et pour les étudiants et étudiantes depuis 2016 en France et 50 ans en Europe. Donc ça fait un petit bout de temps, à l'échelle européenne et on œuvre vraiment pour l'amélioration de la santé mentale des jeunes à travers plusieurs actions, à la fois de soutien, donc on a, des services d'écoute nocturne, des dispositifs de prévention suicide, avec, Sentinelle étudiante notamment, donc avec des étudiants et étudiantes. On a aussi, des actions de sensibilisation avec des annuaires interactifs et des actions d'orientation. Peut-être que c'est la slide suivante, il me semble. Ouais, c'est mieux. Merci beaucoup. Notre mission, c'est vraiment d'offrir, voilà, des ressources qui soient accessibles et adaptées aux jeunes, conçues par et pour elles. Donc vous allez le voir, on va un peu vous présenter, aussi ce qu'on fait, pour que vous puissiez repartir avec des ressources. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment en co-construction aussi avec des professionnels de la santé mentale pour avoir, des choses qui soient quand même très qualitatives. Voilà pour ça. Peut-être pour, introduire un peu le sujet de la santé mentale des jeunes, j'ai envie de vous donner quelques chiffres assez, frappants. Donc vous pouvez le lire, hein, en 2023, la santé mentale des Français continue de se dégrader et cette dégradation, elle est vraiment focusée, elle est vraiment centrée sur les jeunes et les adolescents, notamment entre 11 et 17 ans, mais aussi les jeunes adultes entre 18 et 24 ans. Donc voilà, c'est vraiment une tranche, quand même qui est, très sujette aux enjeux de santé mentale et à certaines difficultés. On a un tiers des 18-24 ans qui sont touchés par l'anxiété et on a un tiers aussi des 18-24 ans pardon, qui n'estiment pas, prendre soin de leur santé mentale. Donc voilà, c'est quand même assez parlant. C'est pour ça que c'était aussi très important aujourd'hui de parler de santé mentale avec vous. C'est un sujet qui nous semble vraiment fondamental dans un contexte global où, vous le savez, sûrement, la santé mentale est grande cause nationale 2025 et qui plus est, ce webinaire, il s'inscrit vraiment dans les semaines d'information sur la santé mentale, donc un rendez-vous annuel pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de vous proposer, une petite introduction de la santé mentale, comment en prendre soin, par quelle stratégie, potentielle à l'échelle individuelle et collective. Peut-être quelques éléments, sur le programme, que j'ai à vous partager. Donc, comme je vous disais, la première grande partie sera vraiment sur, bah, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale finalement? C'est quoi ce grand sujet? Ensuite, comment en prendre soin? Donc on va vraiment axer sur les stratégies et puis on va essayer de changer un peu de focale, changer un peu de point de vue pour savoir comment, si autour de nous, on a des personnes concernées par des enjeux de santé mentale et ou, simplement, ayant besoin d'aide, comment on peut aussi en prendre soin. On va vous présenter enfin, à la fin, quelques ressources, qu'on a, pu, rassembler
pour que vous puissiez repartir avec quelque chose et on aura une session de questions-réponses en fin de webinaire. Juste vous dire quelques petites, indications en lien avec le cadre. Au vu de l'ampleur et de la complexité du sujet, c'est vrai que le format de ce webinaire, il ne permettra pas en tout cas de répondre à toutes les questions que ça pourrait soulever pour vous et sachez que voilà, ce ne sera pas l'espace en tout cas pour parler d'enjeux ou de situations, plutôt personnelles. Donc voilà, c'est juste pour vous donner, en tout cas ce cadre-là et des points, un peu plus techniques. Tout au long du webinaire, on va pouvoir, vous allez pouvoir aussi interagir avec nous et on va pouvoir interagir avec vous. Donc, par le biais de plusieurs outils. Vous avez le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous aurez aussi l'onglet «Questions» en bas à droite, donc où vous pouvez, poser vos questions, tout au long du webinaire. On essaiera de les traiter plus ou moins en live en fonction, des sujets, mais vous aurez, comme je vous ai dit, la partie questions-réponses à la fin du webinaire et il y a aussi une petite fonctionnalité où si vous cliquez sur le petit chiffre à gauche de la question, vous pouvez faire remonter la question. Donc là, ça nous permettra, d'avoir, bah, voilà, si vous voyez des questions très pertinentes auxquelles vous aussi, vous voulez qu'on y réponde, vous pouvez ajouter des petits, plus à gauche de la question. On aura aussi l'onglet sondage, là aussi en bas à droite de votre, écran et l'onglet liens où, vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources qu'on aborde tout au long du webinaire. Voilà pour le cadre, vous inquiétez pas, vous serez, globalement très guidés et puis, l'idée c'est vraiment qu'on passe aussi un bon moment et que vous puissiez interagir avec nous le plus possible. Trop bien, je vois des pouces. Eh ben, on va commencer tout de suite. Peut-être que, tout simplement, Honorine, de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Et avant que tu nous en dises un peu plus, j'aimerais que vous, dans le chat, vous nous disiez un peu comment, vous définissez la santé mentale en quelques mots, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez utiliser votre petit onglet chat. Je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Bien-être, oui. Équilibre psychologique, ouh là, ça va vite. Se sentir bien avec soi-même dans son esprit, santé mentale, état psychologique, équilibre. On a beaucoup le mot bien-être qui ressort. État psychique, état d'âme, beaucoup de états. Mmh. La confiance en soi, l'environnement, les émotions, bon moral, la sérénité, oui, tout à fait. Le cerveau est un organe comme un autre, il faut veiller à son équilibre. Donc les mots équilibre, bien-être, se sentir bien, santé, esprit, ça ressort beaucoup. Heureux de vivre, OK. Merci pour vos contributions. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup, et bonjour aux nouveaux arrivants que j'ai vus passer dans le chat avant ces petites questions. Effectivement, je pense que, pour comprendre, ce que c'est que la santé finalement, c'est important de voir que, la notion de bien-être et de mal-être peuvent coexister. Et pour synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit là, dans le chat, je vois aussi par exemple les fréquentations, l'équilibre psychologique, qui passe par plein de choses. On peut se référer à la définition de l'OMS. Donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a posé une définition de la santé en 2018. Et selon cette organisation, il s'agit d'un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc deux aspects qui me semblaient assez intéressants dans cette définition, c'est que dans un premier temps, elle prend en compte la dimension psychologique et sociale, et puis qu'elle ne s'arrête pas seulement à l'absence de maladie. C'est-à-dire que on va vraiment aller chercher cet état de complet bien-être et qu'on ne va pas se limiter en fait à cette absence de maladie ou d'infirmité. Et donc c'est vrai que c'est un prisme ou une manière de voir la santé, et donc la santé mentale aussi, différemment, et de voir à quel point elle englobe différentes dimensions de notre vie et de notre être.
Donc ça, c'est pour appréhender de manière un peu globale la notion de santé mentale, mais on peut aussi l'appréhender à travers un concept, et ce sera la slide suivante, que l'on peut intituler comme un continuum. Donc en fait, un continuum, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières nettes entre ce qui est entre ce qui est considéré comme normal et pathologique. Si vous voulez, c'est un peu comme une ligne. Et la santé mentale, on peut la considérer en fait comme quelque chose de mouvant. J'ai pu voir aussi dans le chat passé qu'il y avait beaucoup, et tu l'as soulevé, Angela Maria, cette notion d'état. Et une des manières d'appréhender la notion de santé mentale, c'est de voir à quel point elle peut être fluctuante. Donc, notre vie mentale, elle se situe sur cette ligne. Et il n'y a pas d'un côté des personnes qui sont en bonne santé mentale et de l'autre, celles qui seraient malades. En fait, on peut tous vivre des expériences psychiques similaires qui sont variables et qui sont plus ou moins durables et qui sont plus ou moins intenses. Donc, par exemple, là, il y a marqué sur la slide, tout le monde peut se sentir triste, tout le monde peut expérimenter en fait des émotions fortes en fonction de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent traverser, de leur situation personnelle au travail, pendant leurs études personnelles. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on se situe sur cette ligne du pathologique. En fait, ça fait partie du bon fonctionnement humain et on ne va pas basculer soudainement dans la maladie. L'idée, c'est de pouvoir comprendre que la santé mentale, et si on se situe sur cette ligne, on va en fait se déplacer plus ou moins sur ce continuum en fonction de ce qu'on expérimente au cours de notre vie. Et alors, je vais peut-être faire un petit arrêt sur voilà, cette notion-là où on voit sur la fin de cette ligne où il pourrait y avoir cette notion de pathologique et où on peut parler de troubles. Et donc, en fait, on commence à parler de troubles psychologiques ou on peut parler aussi de maladie mentale, mais la notion de trouble est un peu plus pertinente dans ce cas-là, lorsque en fait, ce qui nous traverse, donc nos émotions, nos pensées, sont très intenses, provoquent une grande souffrance, mais surtout qu'elles sont fréquentes et qu'elles sont persistantes dans le temps. Et enfin, un des derniers critères, c'est aussi cette idée qu'elles viennent perturber notre quotidien. Donc typiquement, si je reprends cet exemple, on peut se sentir triste à un moment donné de notre vie, mais de voir que cette émotion, elle fluctue, elle est mouvante et qu'elle va passer d'elle-même, elle va pouvoir être digérée d'elle-même. En revanche, on va parler effectivement de troubles ou de pathologies quand cette émotion, elle va avoir tendance à stagner sur un certain nombre, une certaine temporalité, et également lorsqu'elle va perturber notre quotidien. Donc ça peut être nos relations, notre travail, nos études, nos loisirs. Voilà un petit peu pour cette notion de continuum. Et je pense que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce n'est pas le fait de ressentir des émotions négatives qui va définir si on a un trouble ou pas, mais c'est vraiment le degré de souffrance et l'impact sur la vie qui font la différence. Voilà. Pour continuer un peu dans cette lignée-là et pour appréhender un peu mieux ce concept de santé mentale, on va pouvoir approfondir un peu cette notion de continuum, donc de ligne, en parlant d'un double continuum. Donc en fait, pendant longtemps, on pensait que la santé mentale se résumait à une seule dimension, c'est-à-dire soit on allait bien, soit on était malade. Mais comme on peut commencer à le voir là au vu des définitions qu'on vous partage, c'est de voir que la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe et qu'en fait, ça peut fonctionner en termes d'axes. Donc là, on voit qu'il pourrait y avoir un premier axe où on pourrait parler d'une forme de bien-être et puis d'une forme de mal-être. Et à nouveau, en tant qu'individu, on va être amené à se déplacer sur cet axe en fonction de ce que l'on peut expérimenter dans notre vie. Il y aurait également un second axe qui serait une forme, voilà, l'absence d'un trouble mental et la possible présence d'un trouble mental. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce double continuum en tête? C'est de voir qu'en fait, ces deux dimensions, elles se combinent, elles peuvent se croiser, un peu comme les lignes en fait d'un graphique, et qu'on peut se retrouver dans différentes situations possibles. Donc, si on paye un peu plus attention à ce graphisme, on peut voir que, par exemple, on peut se trouver dans une situation de bien-être et de ne pas avoir de troubles. Donc, ça impliquerait qu'on ait une santé mentale florissante, qu'on est avec une personne qui se sent bien, qui se sent équilibrée. On peut également se trouver sur une situation où on se situe on ressent du mal-être, mais qu'il n'y a pas forcément de trouble. Ça signifie qu'on peut se sentir, encore une fois de manière passagère, dans une forme de détresse psychologique, mais sans qu'il y ait une présence de maladie. Donc, comme je le disais, ça peut être quelqu'un qui vit une période difficile, par exemple un deuil, ça peut être un stress très contextuel sur une période d'examen. Voilà. Et il peut y avoir deux autres cas de figure où on peut avoir un trouble,
et finalement être dans une sensation de bien-être. On va parler dans ce cas de rétablissement. C'est-à-dire que c'est une personne qui, certes, elle a un trouble, mais globalement, grâce au suivi, grâce à tout ce qu'elle a pu mettre en place dans sa vie, va se sentir bien et épanouie. Et enfin, autre cas de figure sur ce double continuum, on peut effectivement être en présence d'un trouble et expérimenter une forme de mal-être. Et donc, auquel cas, effectivement, l'important, c'est aussi de pouvoir voir quelles ressources on peut mettre en place, puisque Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que Honorine vient de bugger? D'accord, c'est du côté d'Honorine. Bug, oui. Alors, bah, c'est pas grave, je vais peut-être Honorine, ouais, a perdu sa connexion. Bon. Je vais poursuivre et puis je vois des emojis choqués. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Ça va aller. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, voilà, je vois des pouces, c'est mieux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment cette dimension où, en tout cas, un individu peut fluctuer sur ces différents axes en fonction de, sa journée, sa semaine, son mois, son année. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on peut se situer un peu à tous les endroits et que, elle n'a plus de connexion. Non, elle n'a plus de connexion. Et donc, voilà, on va vraiment fluctuer dans, ces différentes parties et on peut très bien, vivre, et être dans une situation de bien-être sans trouble. La majorité des difficultés qu'on peut rencontrer, en tout cas dans notre quotidien, on va plutôt se trouver, hem, en bas de l'axe mal-être, mais absence de trouble mental et ou à l'inverse, de l'autre côté du spectre. Mais en tout cas, cette idée, que vraiment on fluctue et que c'est fluide. Voilà pour ça, je n'ai pas la main sur le diapo. Le modèle biopsychosocial. Alors là, c'était un peu l'idée, je pense Honorine le dira mieux que moi, je pense qu'elle va reprendre sa connexion. Là, c'était un peu de vous présenter les différentes portes d'entrée, en tout cas, sur, comment on peut aborder notre état, nos différents états. Donc on aura l'état, psychologique, l'état plutôt un état social et un état. Vous m'entendez? Ah, je vois des pouces. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai buggé aussi alors que ma connexion est bonne. OK, vous m'entendez tous. Excusez-nous pour ces bugs, vraiment, c'est un peu en dehors de notre contrôle pour le coup. Alors, il y a différents exemples. Je pense qu'on peut peut-être, faire des petites questions, des petits sondages en attendant. J'ai pas envie que, Honorine vous l'expliquera aussi mieux que moi. Hem, Vous demandez un peu là, selon vous, à chaud, le facteur sommeil, est-ce qu'il se retrouverait plutôt dans le bio, dans le psycho ou dans le social? De quel aspect, selon vous, quand on parle de sommeil, on se situe dans quelle dimension? Alors je ne vois pas. Normalement, vous avez le sondage. Ça vote encore. Alors 60 pensent que c'est dans le bio. Ah, Honorine est revenue. je suis absolument confuse. Problème technique. Excusez-moi, je vois Angela que tu as pris la suite, c'est super. Et j'essaie d'allumer la caméra également. On a juste posé la petite question, je voulais pas empiéter sur, le biopsychosocial. Donc on a juste posé la petite question Pas de sur souci. le sommeil. Et la Super, majorité des participants, participantes pensent que la porte d'entrée est bio et bien super. après. Et bah, si c'est OK avec toi, je vais prendre la suite également.
Effectivement, le modèle, biopsychosocial, il explique que notre santé, elle dépend pas d'un seul facteur et donc là, de ce que j'en comprends, sur le chat, c'est que vous avez effectivement répondu, que c'était plutôt une porte d'entrée du sommeil, et effectivement, c'est un peu la porte, principale. En revanche, c'est intéressant de voir à quel point ça peut être interlié avec, d'autres sphères, en l'occurrence la sphère sociale et la sphère psychologique. Si je m'explique, c'est que, une personne qui, va se plaindre de situations de difficultés, de troubles du sommeil, c'est intéressant de l'interroger aussi sur ses conditions de logement. Typiquement, si je loge dans un petit studio qui est plein d'humidité ou avec une literie qui est de mauvaise qualité, ça rentre dans une dimension et dans des conditions sociales et environnementales et ça va venir impacter le sommeil. De la même manière, mon état psychologique, si je suis angoissée par exemple, peut influencer sur la qualité de mon sommeil. Donc, comme vous aviez l'air de répondre dans le chat, il y a effectivement cette porte d'entrée biologique, mais de voir que ces trois sphères peuvent se répondre et peuvent être des portes d'entrée pour un problème donné. Angela, il me semble que ton micro est coupé. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Décidément, hein. Je vous disais qu'on va faire la même question, mais avec un autre, facteur. Selon vous, l'estime de soi, quelle serait la nature de ce facteur-là? Est-ce qu'on est plutôt dans le biologique, dans le psychologique ou dans le social? On a le psychologique qui prend le pas et pas Ouais. loin le social. Mm. Super, hyper intéressant. Effectivement, si on reprend l'estime de soi, c'est-à-dire en fait la valeur que l'on va se donner et la façon dont on se perçoit, c'est déjà important de noter que c'est pas, seulement une question de confiance personnelle et effectivement, une des portes d'entrée est d'ordre psychologique, mais comme vous avez l'air de le soulever, elle est fortement interreliée avec les autres et typiquement le regard des autres, l'éducation, la culture, les messages que l'on peut recevoir depuis l'enfance, de par sa famille, de par ses amis, à l'école, ses profs, les réseaux sociaux beaucoup. Tout ça va influencer sur la manière dont on se perçoit. Donc on voit bien que c'est pas juste une situation de soi avec soi-même, mais d'interaction avec notre environnement. De la même manière, un soutien social riche et des relations bienveillantes vont pouvoir nourrir une estime de soi plus stable. Et donc, si voilà, je, je résume un petit peu ce modèle biopsychosocial, ce qui est intéressant avec ce modèle pour comprendre finalement ce que c'est que la santé mentale, ça ne sert pas seulement à classer les causes d'un problème, mais en fait, c'est vraiment d'avoir une vision globale de la santé mentale et ça évite un biais qui est souvent courant, c'est-à-dire de tout expliquer par la personne elle-même, comme si tout dépendait un peu de sa volonté. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui serait fatigué, c'est ah bah oui, c'est parce qu'il se couche tard. Ou si elle n'arrive pas à avoir des bonnes notes, bah oui, c'est parce qu'elle fait pas assez d'efforts. Et très généralement, ce genre de raisonnement, en fait, il oublie souvent les facteurs sociaux, environnementaux, et qui ont pourtant un impact majeur sur le bien-être mental. D'où l'importance effectivement de l'avoir en tête quand on parle de santé mentale. Merci beaucoup Honorine pour tous ces éclaircissements, hein. Je pense qu'on comprend bien à quel point ces différentes sphères, en tout cas, elles sont liées et comment elles interagissent vraiment les unes les autres, en tout cas du point de vue de notre santé. On va avancer et puis on va passer à la deuxième partie, donc deuxième gros bloc un peu, de ce webinaire. Là, on a eu un peu une vue d'ensemble sur qu'est-ce que la santé mentale. On va rentrer un peu plus, voilà, hein, du général au particulier, sur comment prendre soin aujourd'hui de sa santé mentale. Pareil, on ouvre, ce sujet avec une petite question, un petit sondage en vous demandant, à votre avis, sur quel aspect de nous-mêmes on pourrait agir quand on ne se sent pas très bien. Donc là, vous avez dans l'onglet sondage les émotions, les pensées et les comportements. À votre avis, sur quoi on peut agir quand on ne se sent pas très bien?
Je vois les comportements, qui montent en flèche. Les pensées sont pas très loin derrière, donc on a beaucoup comportement, pensée. On voit que les émotions restent à la traîne, donc on aurait moins de pouvoir d'agir dessus, c'est intéressant. OK, donc on a quand même, une bonne majorité sur, les comportements. Honorine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Effectivement, prendre soin de sa santé mentale, c'est un travail qui est global. Et comme on peut le voir là peut-être affiché, l'idée c'est de voir qu'il y a un peu 3 grandes portes d'entrée qui seraient nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et donc c'est vrai qu'on a tendance parfois à voir les comportements parce qu'en fait c'est ce qui potentiellement implique quelque chose de très concret dans notre quotidien. On en reparlera un petit peu après sur la notion d'alimentation, de sommeil, mais de voir aussi que les pensées et les émotions peuvent tout à fait rentrer dans nos champs d'action. Merci beaucoup, Honorine. Peut-être qu'on va essayer de décortiquer un peu plus en rentrant, dans chaque, gros bloc. Peut-être on commence par les pensées. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que une pensée? En fait, déjà, pour comprendre, les pensées, c'est un peu les petites voix qu'on va se. C'est un peu notre dialogue intérieur. Euh, c'est vraiment cette petite voix qui nous accompagne au fur et à mesure de notre journée. C'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Et c'est intéressant de vraiment prendre en considération que ça va influencer notre petit discours intérieur. Il, euh, il va vraiment influencer notre état mental. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avec les ressources de notre moment et de voir comment est-ce qu'on peut aménager cela, euh, mais de voir comment est-ce qu'on peut être bienveillant vis-à-vis de soi-même, d'être indulgent, de pouvoir apporter beaucoup de douceur, en fait, comme si on le faisait avec son ou sa meilleure amie. Euh, Pouvoir prendre soin de sa santé mentale, ça passe aussi par la manière dont on va les accueillir, ces pensées. Et donc, ça peut passer par une notion de relativiser nos échecs ou de les recontextualiser. Parce que de toutes les manières, on va tous expérimenter des situations compliquées ou des sensations d'échec. Et de pouvoir envisager des pensées alternatives, ça va vraiment permettre en fait de faire une forme de reset à notre cerveau et de pouvoir appréhender une situation avec un regard complètement différent et de mettre un petit peu nos lunettes différentes. Donc, un des enjeux autour de notre dialogue intérieur, c'est vraiment de voir comment est-ce que je peux identifier une pensée qui arrive, une pensée négative, une pensée qui dévalorise, par exemple, ah bah tiens, j'ai l'impression d'avoir raté un examen, je me sens nul, je suis nul. Ce qui est très important et ce que j'ai envie de souligner, c'est de voir à quel point une pensée n'est qu'une pensée. Vous n'êtes pas vos pensées. Une pensée, c'est un peu comme les émotions qu'on va voir juste après, mais c'est cette idée que ça va nous traverser. De toutes les manières, du lever au coucher, on va être assailli par plein de pensées automatiques qu'on ne contrôle pas forcément. En revanche, ce que l'on peut contrôler ou ce que l'on peut essayer de maîtriser, d'avoir une certaine prise, c'est de voir comment est-ce que je fusionne avec cette pensée. Est-ce que j'accepte? Est-ce que effectivement je suis nulle? Ou est-ce que je me dis, tiens, ok, là j'ai une pensée où je me sens un petit peu dévalorisée, je sens que je suis nulle, mais ce n'est pas je suis nulle, et surtout de voir qu'une pensée, elle est fluctuante. Elle arrive, elle vient, et de ne pas s'accrocher pour ne pas s'identifier. Merci beaucoup Honorine, pour cette présentation. On va peut-être passer aux émotions. Je pense que ça va être d'autant plus Oui, parlant de voir comment, ces choses-là s'articulent. tout à fait. Alors, un peu similaire sur les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur quand quelque chose nous touche. Donc, ça peut être une situation, une pensée. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je me dis je suis nulle, bah, peut-être que l'émotion associée, ça va être de la tristesse ou de la colère. Ça peut être aussi une personne qui nous génère des émotions. En fait, c'est une émotion, c'est une réaction naturelle qui va se traduire par des sensations dans le corps, des envies d'agir, parfois des expressions sur le visage. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions, en fait, elles vont vraiment nous donner des billes et des clés de compréhension pour réagir face à des événements. Euh, et donc, une des étapes essentielles pour améliorer notre santé mentale, c'est dans un premier temps de pouvoir identifier ces émotions.
tiens, qu'est-ce que je ressens là dans mon corps? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? De pouvoir les nommer dans un premier temps. Une fois qu'on les nomme et on les observe, ce sera plus facile dans un second temps de pouvoir les accepter et les valider. Donc c'est un petit peu là ce que ce plateau vous montrait, c'est qu'une émotion, elle est passagère comme une pensée. Donc dans un premier temps, il va y avoir un fort stimuli. Si je prends une émotion qui est souvent inconfortable, telle que la colère, on va pouvoir se sentir peut-être dans notre corps, peut-être à travers nos pensées, qu'il y a quelque chose qui monte. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle une forme de plateau, et puis, de toutes les manières, une diminution de l'émotion. Et un peu comme les pensées, ce que j'ai envie de souligner là-dessus, c'est que vous n'êtes pas vos émotions, ou en tout cas, les émotions, elles sont passagères. Donc, l'idée, c'est de ne pas fusionner avec, c'est de pouvoir, du mieux que vous pouvez, accueillir pleinement cette émotion. Alors oui, c'est pas confortable de rester avec de la tristesse ou de la colère, mais mieux je l'accueille, plus vite, en fait, l'émotion sera digérée. Voilà, donc quelques petites billes qu'on peut voir aussi, c'est-à-dire que, comme je disais, l'émotion, elle passe très souvent par le corps. Donc le corps, ça peut être un très bon allié, un très bon outil d'être un petit peu à l'écoute de vos sensations corporelles, de se demander, tiens, est-ce que là, j'ai la gorge serrée ou j'ai plutôt la gorge complètement détendue? Pareil pour les épaules, pareil pour le ventre. Et de pouvoir petit à petit commencer à mieux vous connaître, commencer à connaître comment vous pouvez vous situer d'une situation à une autre. Et encore une fois, d'essayer du mieux que vous pouvez de ne pas porter de jugement sur ces émotions parce que, encore une fois, tout être humain, tout individu va être dans une même journée, peut-être assailli par plein d'émotions différentes. Et l'idée, c'est de voir comment on peut habiter avec elles, mais sans qu'elles nous définissent. Voilà un petit peu pour les émotions, Angela Maria. Merci beaucoup, Norine. Je pense que c'est très clair et ça donne énormément, je pense, de ressources aussi sur comment mieux appréhender et ses émotions et ses pensées. Et enfin, je pense que la dernière porte d'entrée, évidemment, c'est les comportements. Donc, on imagine hein, qu'il s'agit plus d'action, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Et puis je veux aussi commencer par dire par le fait que parfois quand on traverse une période difficile, c'est pas forcément évident de se mettre en action, d'avoir des comportements. Pour autant, dans ces moments-là, pour mieux gérer en fait les moments où on peut se sentir démotivé, où on a un peu envie de rien, et de rester un petit peu, tout seul, la notion de plaisir, elle est vraiment à cultiver au quotidien. Dans un premier temps, parce que c'est ce qui, je trouve que c'est plutôt un chouette outil de pouvoir se connaître, de pouvoir se demander à tout âge de notre vie, tiens, qu'est-ce qui me procure foncièrement du plaisir? On est souvent dans une société où on peut être voilà, agi par le travail, par les études, par beaucoup de pression, par beaucoup de pression à performer, et de revenir aussi dans nos comportements, encore une fois, dans cette idée de prendre soin de sa santé mentale, de revenir à des choses qui nous font du bien. Et donc, ça peut être plein de petites choses. Là, c'est vraiment au cas par cas et vraiment au fur et à mesure de votre chemin de connaissance de vous-même. Ça peut être amené à varier, mais de pouvoir garder vraiment cette idée de qu'est-ce qui me fait plaisir et est-ce que voilà, si je sens par exemple, ça fait 10 ans que je fais de la danse, là je sens que bon, j'arrive un peu à un moment où je me sens plus motivée. Ok, est-ce qu'il y aurait autre chose qui me fait plaisir? Est-ce que c'est plutôt un autre cours? De voir comment il peut toujours y avoir cette sensation de bien-être et de plaisir associé. Euh, et effectivement, typiquement, être en pleine conscience. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, un petit peu d'ajustement, mais la possibilité, en fait, de voir son quotidien pleinement, d'être pleinement présent à ce que vous faites. Ça ne va pas constamment générer que du confort. Peut-être que parfois, il y aura un peu d'inconfort, mais c'est ce qui vous permet aussi d'être le plus outillé et le plus armé pour avoir pleinement conscience de ce qui se passe dans votre vie et de comment est-ce que vous pouvez l'améliorer et comment est-ce que vous pouvez être plein de reconnaissance et de gratitude aussi dans ce que vous avez mis en place. Donc concrètement, effectivement, ce sera la slide future et je pense que dans les chats, il y avait, dans les petites questions, il y avait ces idées-là, c'est de pouvoir travailler sur vraiment dans un premier temps cette hygiène de vie. Donc typiquement, d'être vigilant à son sommeil, de pouvoir avoir suffisamment d'heures de sommeil, de se sentir suffisamment reposé, parce que comme on l'a vu aussi avec ce schéma biopsychosocial, par exemple, je suis très fatiguée, je dors très mal, et comme on l'a vu aussi, on peut voir toutes les sphères qui sont interliées, ça peut altérer sur notre estime de nous-mêmes. On peut se sentir plus irrité, plus frustré. Pareil pour l'alimentation,
de faire attention à manger des choses qui nous font et plaisir et qui font du bien à notre corps. Et l'activité physique, voilà, des recherches ont pu aussi montrer à quel point ça pouvait être primordial dans la prise en charge ou en tout cas dans le fait de prendre soin de sa santé mentale, de pouvoir s'aérer, de pouvoir être en mouvement, de marcher. C'est quelque chose qui, en tout cas, est plutôt facteur de soutien à une bonne santé mentale. Et un autre point que je voulais aussi souligner sur cette idée de comportement et qu'on a tendance peut-être à mettre un peu de côté, mais nous sommes des êtres de relation. Et donc, la possibilité d'être entouré, d'avoir des relations qui nous nourrissent, que ce soit avec notre famille, nos amis, avec voilà, des personnes, je ne sais pas si vous êtes justement dans une asso, si vous êtes dans des assos étudiantes, mais de voir à quel point la connexion à l'autre, c'est quelque chose qui participe en fait au soutien de notre santé mentale. Et ça, là aussi, au fur et à mesure de la manière dont on se connaît, de ce qu'on traverse dans notre vie, pouvoir repérer des personnes ressources, des personnes sur lesquelles on a confiance, sur lesquelles on se sent bien, auprès desquelles on sait qu'on peut être soi-même, c'est vraiment quelque chose qui participe à une bonne santé mentale. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus parce que là aussi, on peut avoir tendance à vite être isolé. Et puis voilà, la crise, la pandémie d'il y a 5 ans est passée par là aussi. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur cette notion parfois d'isolement et de garder en tête que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de liens sociaux. Merci beaucoup, Honorine. Je pense que c'est très clair de voir là comment, en fonction des échelles aussi, plutôt individuelles, plutôt collectives, comment on peut prendre soin de soi, de nos santé mentales aussi collectivement, pour prendre soin de la sienne. C'est tout un cheminement, donc merci beaucoup. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va un peu changer de point de vue. Pas totalement, on va partir de l'individu aussi, mais on va essayer de plus approfondir sur comment soutenir quelqu'un qui n'irait pas bien autour de nous. Et pareil, ce que je vous propose, pour ça, c'est un petit sondage sur, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour soutenir quelqu'un qui ne va pas bien? Est-ce qu'il faudrait l'orienter? Donc ça veut dire proposer des ressources externes, une personne professionnelle, un organisme, un collectif? Est-ce qu'il faudrait plutôt l'écouter? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt lui proposer des solutions concrètes? Donc mettre en place des choses dans son quotidien. Qu'en dites-vous? Dites-moi. Ouf, on a c'est même plus une majorité, on a quasi tout le monde qui parle d'écoute. Il faut avant tout l'écouter en priorité. Quasi 80 des personnes présentes au webinaire, waouh! Mmh. OK. Super. Et ben effectivement, c'est très chouette d'avoir ce retour effectivement, sur cette notion d'écoute et je pense que c'est important qu'on s'y attarde un petit peu puisque, en tout cas de repartir du fait que, voilà, lorsque quelqu'un ne va pas bien, hem, on peut se trouver dans un cas de figure où on aurait envie de l'aider. Et effectivement, parfois, il y a peut-être cette envie de vouloir trouver une solution pour, en fait, le soulager ou pour essayer de le faire aller mieux rapidement. Hem Et de garder en tête qu'effectivement, cette écoute, elle est première à toute possibilité, en fait, de solution ou de trouver des pistes d'action. Hem Tant qu'on n'identifie pas de risque imminent, la priorité, c'est effectivement d'écouter et puis peut-être, dans un second temps, d'orienter. Mais vraiment, le plus important, c'est de partager un moment d'écoute et d'échange bienveillant et qui soit sans jugement. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une notion qui me semble importante de souligner. C'est vraiment d'accueillir en fait ce que la personne a à dire, de la soutenir et vraiment de lui offrir cet espace sans, en fait, sans autre but que d'être présent avec elle et à ce qu'elle a à vous dire. Et c'est vrai que, voilà, comme je vous disais un tout petit peu avant, parfois on n'est pas forcément confortable avec la souffrance des autres, on a envie d'aider, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se positionner, et de pouvoir rester en présence
avec un regard bienveillant, sans être dans du jugement, sans être dans une recherche de solution. C'est quelque chose qui, là aussi, peut s'apprendre et peut mettre un peu de temps à devenir complètement fluide, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et typiquement, si je prends un exemple, parfois pour des parents, quand on a notre enfant ou notre adolescent qui traverse une période difficile, bah, peut-être que notre instinct, c'est de vouloir chercher effectivement des solutions assez rapidement pour régler le problème. Mais très souvent, en fait, le fait de pouvoir proposer un espace de parole libre, sans pression, sans aucune attente, c'est déjà énorme en fait, de vraiment pouvoir offrir un espace d'accueil. Voilà, donc peut-être pour donner quelques billes, si on se sent un petit peu démuni quand bah, voilà, y a quelqu'un qui vient nous partager ses difficultés, c'est peut-être voilà, de rester dans un premier temps sur la situation en tant que telle, d'avoir vous, en tant qu'écoutant, des éléments d'information sur les difficultés rencontrées, de se demander, bah, tiens, ça fait combien de temps que tu expérimentes ça? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? De s'intéresser foncièrement, là encore, sans porter de jugement, sans être tout de suite dans une recherche de solution, juste d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui fait qu'il vient vous voir aujourd'hui. Et puis après, comme on a pu un peu le voir aussi dans comment prendre soin de sa santé mentale, dans un second temps, l'idée, c'est aussi peut-être dans ce moment d'échange et d'écoute, de voir comment est-ce que vous, en tant qu'écoutant, vous pouvez l'accompagner dans, en fait, aller investiguer un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver ses ressources à lui. C'est-à-dire, tiens, est-ce que tu peux être en mesure de me dire quel sentiment te traverse? Est-ce que là, quand tu m'en parles, il y a des émotions? De manière générale, lui demander aussi s'il a des personnes qu'il estime de confiance, donc qu'on pourrait appeler les personnes ressources, avec qui il se sent bien, avec qui il se sent à l'aise. En fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir le soutenir dans sa démarche. C'est une personne qui est venue vous voir pour vous en parler. Donc voilà, il vous a fait un gage de confiance aussi et de pouvoir accueillir sa parole paisiblement et de l'accompagner, de l'aider aussi dans des pistes de réflexion sans pour autant lui proposer des pistes de solutions que vous estimez être pertinentes. Voilà un petit peu pour cette notion d'écoute. Et enfin, effectivement, un peu ce que je disais, mais au niveau de notre posture que l'on peut adopter, c'est vraiment de pouvoir se situer en fait au même, sur un même pied d'égalité, si vous voulez, que cette personne qui, encore une fois, vous fait un gage de confiance et vous partage son mal-être psychique. Donc des petites clés en fait très simples, mais ça peut typiquement être de mettre votre téléphone en silencieux ou en tout cas je parlais de pleine conscience lorsque je parlais de comment prendre soin de sa santé mentale, bah, ça s'applique aussi en fait dans notre écoute à l'autre. C'est-à-dire comment est-ce que je peux pleinement être présent auprès de cette personne qui me partage son mal-être psychique. Donc effectivement, pouvoir mettre son téléphone un peu en pause, quelque chose qui n'est pas évident pour beaucoup, mais c'est aussi de pouvoir accepter les silences. Peut-être que la personne vient vous voir et en fait a besoin d'une présence, a besoin d'avoir justement cet espace, mais que les silences font aussi partie de ce qui peut faire du bien en fait. Et donc comment est-ce que je peux soutenir parfois le silence ou si on ne sait pas trop quelles questions poser, d'être un petit peu dans l'inconfort. Et un autre point que je souhaite souligner, c'est la possibilité aussi pour vous en tant qu'écoutant, si quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il ne se sent pas bien, au terme de votre échange, si vous sentez que c'est juste aussi pour vous, c'est de pouvoir en fait verbaliser vos propres émotions face à la situation. Qu'est-ce que ça me fait moi de ressentir ça? Tiens, bah, je me sens émue, je me sens touchée que tu m'en parles, je me sens triste, je me sens en colère pour toi. Là aussi, de pouvoir offrir un espace d'échange et d'écoute, ça passe aussi par ce que vous mettez dedans. Voilà un petit peu pour l'écoute. Merci beaucoup, Norine. On va bientôt devoir clôturer Ouais. ce webinaire. On va passer aux ressources et puis voilà. Tout à fait. Donc effectivement, l'idée, c'était aussi de pouvoir vous parler un petit peu de... voilà, on a parlé de l'écoute, de comment est-ce que nous, en tant que
personnes sollicitées, on pouvait se mettre dans une posture qui soit accueillante, bienveillante, etc. Mais il existe, et ça c'est très important de les avoir en tête, des ressources qui peuvent nous aider. Je voulais parler un petit peu du kit de vie, qui est un outil qui a été créé par du coup notre association Nightline, et qui en fait, vous allez pouvoir voir un petit onglet normalement en bas de votre écran à gauche pour pouvoir le découvrir, et qui est vraiment un outil qui va vous proposer des ressources, autant pour comment est-ce que je peux prendre moi soin de ma santé mentale, que comment est-ce que je peux prendre soin d'une amie, d'un proche qui va mal. Et donc là, de pouvoir aussi vous outiller, vous proposer des pistes de réflexion, d'aide, d'information. Donc vraiment un outil que je vous invite à aller explorer pour vous comme pour les personnes éventuelles de votre entourage. Voilà. Peut-être sur l'autre slide, voilà, on va voir un petit peu vers qui se tourner si on a besoin d'aide, donc d'autres pistes et d'autres ressources. Donc vous parlez brièvement aussi des ressources externes spécifiquement pour les jeunes. Vous l'aurez peut-être compris, donc notre association Nightline, c'est une asso pour et par les étudiants. Et en plus de ce kit de vie, il y a cette ligne d'écoute téléphonique. Donc ce sont des étudiants qui sont sur cette ligne d'écoute et qui proposent justement un espace anonyme, confidentiel, non jugeant, bienveillant, de 21h à 2h30 du matin tous les soirs de la semaine, et où vous pouvez effectivement voilà, déposer, si vous avez besoin de déposer une parole ici. Il y a d'autres ressources pour les jeunes que je vous invite grandement à aller voir. Fil Santé Jeune, qui a aussi une ligne d'écoute en journée plus tôt. Santé Psy Jeune et la Boussole des jeunes, qui là aussi pourront vous donner beaucoup de ressources et d'informations sur la santé mentale spécifiquement pour les jeunes. Merci beaucoup Honorine, et puis on va vous donner, d'autres ressources externes qui nous semblent assez, fondamentales. Donc pourquoi on parle de ces ressources en lien avec, nos identités, hein? En fonction, on le sait, de qui on est, de comment on est perçu dans la société, nous sommes plus ou moins sujets à des discriminations. Discriminations qui se retrouvent à plusieurs échelles dans nos cercles proches, informels, nos cercles plus formels, des structurels et des discriminations qui nous dépassent, hein, au niveau systémique, institutionnel. Et finalement, ces discriminations, elles ont un impact sur nos émotions, sur nos manières de nous percevoir, sur nos rapports à nos corps et donc sur notre bien-être psychologique et notre santé mentale. Donc c'était aussi important dans ce cadre-là qu'on vous mette certaines ressources. Là, spécifiquement contre le racisme, par exemple, vous avez tout un ensemble de ressources, mais aussi, et sur la prochaine slide, on a des ressources contre les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, là, tout ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez approfondir sur les sites internet, aussi sur les réseaux sociaux. C'est quand même des ressources et des organismes qui sont très engagés. On a aussi toutes les ressources en lien avec les LGBTQIA+, phobie. Et il me semble qu'on a une dernière, le numéro d'urgence, la prévention suicide, très important à noter, qui est le 31 14. Voilà, je pense que on vous a à peu près tout dit. Excusez-nous pour cette fin un peu rapide, hein. De toute façon, vous aurez et le diaporama et le webinaire en replay et toutes les ressources, qu'on vient d'aborder dans un mail récapitulatif. Peut-être qu'on peut se faire, une petite période de questions-réponses rapide. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors, dans le André, chat, je te laisse. on nous demande un peu donc par rapport aux réponses qui sont remontées, c'est chouette, on peut en voir quelques-unes. J'ai une question qui est: quel est, à votre avis, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale? Vaste sujet, mais peut-être qu'on peut en dire quelques mots, Honorine? Effectivement, merci Angela Maria. Vaste sujet, grand sujet. Je pense qu'effectivement, typiquement, c'est un des enjeux majeurs en termes d'estime de soi et de perception de soi. Voilà, en fonction de comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux réseaux sociaux, si c'est notre enfant, notre adolescent, si c'est nous-mêmes qui sommes confrontés, de voir comment est-ce que, dans un premier temps, là aussi, identifier en fait notre utilisation des réseaux sociaux. Sur combien de réseaux sociaux je suis, combien d'heures est-ce que je passe sur les réseaux sociaux, est-ce que j'arrive progressivement à identifier comment je me sens après avoir passé un moment à scroller ou en tout cas à être sur Instagram, TikTok et autres. Et puis voilà, si on sent que notre consommation de réseaux sociaux est importante, qu'on a du mal à faire sans,
que si on se met des petites plages horaires ou des limites de 15-20 minutes, si c'est compliqué, de voir effectivement comment est-ce qu'on peut être aidé, que ce soit sur un suivi psy ou sur d'autres ressources. Là aussi, on pourra peut-être les agrémenter, mais il y a des ressources aussi pour sensibiliser et informer sur l'utilisation des réseaux sociaux, jeunes, mais aussi adultes et pas que jeunes, parce que voilà, il y a là aussi en termes de sphère biopsychosociale, et je m'arrêterai là après parce que je sais qu'il y a d'autres questions, mais il y a vraiment voilà, tout un impact en fait au niveau de notre cerveau, de création de dopamine, et puis il y a aussi tout un enjeu social, enfin, c'est-à-dire que les jeunes sont sur les réseaux sociaux, donc très compliqué aussi de complètement leur interdire son usage. Donc c'est comment est-ce que je peux modérer cet usage-là tout en préservant ma santé mentale. Donc effectivement, je ne pense pas malheureusement qu'on ait la possibilité de faire, ça aurait l'occasion de faire un autre webinaire sur cette Totalement. thématique-là, mais peut-être de commencer à regarder d'abord sa consommation et de voir comment est-ce que ça nous fait nous sentir. Voilà, je m'arrêterai là pour cette question. Merci beaucoup Honorine. C'était vraiment la question qui a été remontée, énormément de fois, donc je me suis dit: «On va quand OK. même aborder, légèrement le sujet». On a une autre question qui est en lien avec, quand tu parlais des émotions, accueillir les Ouais. émotions. On a Maxime qui nous dit: «Si l'on arrive à identifier les émotions associées à un événement». Oups, Mmh. qui est parti. Ah bah voilà, la question est partie. Si l'on arrive à identifier les émotions associées à un événement uniquement après coup, comment peut-on réagir sur le moment? Mmh. Est-ce que tu peux me la relire, s'il te plaît? Juste pour que je l'ai bien en tête. Alors, si on arrive à identifier des émotions associées à un événement après coup, donc Ouais, après que la situation, ouais. se passe, comment on peut réagir sur le moment? Alors je sais, je vais essayer de faire une réponse et j'espère que ça voilà, ça donnera des éléments de réponse à la personne qui l'a posée. Peut-être de revenir sur le fait que de toutes les manières, une émotion, c'est vraiment, elle nous arrive brute, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui nous crée une émotion, qui peut nous créer de la peur, de la colère. De toutes les manières, on ne va pas pouvoir œuvrer directement sur notre comportement. Typiquement, j'ai une sensation de peur ou de tristesse, notre corps va agir d'une certaine manière. Il va sursauter, il va se contracter, il va faire une grimace au niveau de la bouche. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. En revanche, effectivement, c'est après coup. Donc là, pour le coup, la temporalité, euh, elle est plus ou moins diverse en fait en fonction de comment est-ce qu'on peut être au contact de notre corps, de nos émotions et de l'identifier. Euh, et donc après coup, du coup, c'est de se dire bah tiens, je repars qu'il y a un tel événement qui me procure de la peur et que bah, j'ai du mal à, à réagir différemment. Peut-être d'identifier qu'est-ce qui fait que dans cet événement j'ai une émotion qui est récurrente. Mais là aussi, de ne pas porter de jugement sur nos réactions spontanées, si vous voulez. Une émotion, elle va nous indiquer un état de peur, un état de menace, de tristesse. Et donc, en fait, c'est des super. Ça va vraiment nous indiquer comment est-ce qu'on se positionne, mais c'est pas toujours évident de répondre du tac au tac et de pouvoir avoir un comportement alternatif. En revanche, s'il y a un événement qu'on voit qui est récurrent et qu'il y a des émotions récurrentes associées, bah, c'est peut-être qu'effectivement, là, il faut travailler sur pourquoi est-ce que cet événement me procure cette émotion-là, en espérant avoir pu répondre un petit peu à la question. Oui, oui, je pense que c'est plutôt clair et puis, le but, c'est de donner des pistes de Ouais, solutions aussi et de réflexion donc, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être une dernière, qui est beaucoup remontée et puis après on va devoir vraiment clôturer ce webinaire, on est déjà en retard, mais c'est très intéressant. Là, c'est plutôt du côté du monde du travail. On sait ouais. que c'est un espace, en tout cas, qui génère énormément de potentiellement, en tout cas, énormément de stress. Mhm. On a Laura qui nous dit bien souvent dans le milieu du travail, on a plusieurs personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous Mhm. rabaissent dans notre dos, souvent même des managers qui profitent de cette situation. Comment faire face et tenir malgré des émotions qui sont continuellement négatives? Et j'en profite pour dire que ça rassemble selon moi un peu, énormément de questions en lien avec le fait d'avoir des pensées comme ça, très intrusives et qui Mhm. continuent. Comment on fait pour pallier à ça? Ok. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, là aussi, il y aurait matière à dire dans le sens où je pense que sur des situations comme ça, notamment dans la sphère en fait interrelationnelle et notamment sur les enjeux au travail, il y aurait plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes d'action à pouvoir mettre en place. Là, c'est effectivement
là aussi, en fait, faire un petit état des lieux et de voir, OK, en fait, ça fait combien de temps que je subis, cette atmosphère délétère au travail? Est-ce que je vois qu'il y a des effets et des impacts sur ma santé physique, mentale et sociale? On a bien vu, hein, que c'était tridimensionnel. Est-ce que j'arrive à identifier ce qui a bougé? Est-ce que, je dors moins bien? Est-ce que j'ai un stress au niveau du travail? Est-ce que, je sens que j'ai plus envie de voir mes amis? De faire un petit état des lieux, de voir en fait en termes d'intensité, où est-ce que ça m'impacte? Et effectivement, après, de voir quelles ressources est-ce que je peux mettre en place. Et typiquement, sur des enjeux comme ça, c'est toujours très compliqué de rester seul. Donc, s'il n'y a pas de personnes ressources sur le lieu de travail, si les RH, si on sent qu'on n'est pas en confiance sur son lieu de travail, ça me semble très important de ne pas rester seul dans ces dynamiques relationnelles qui, encore une fois, on le voit là aussi, n'est pas de la responsabilité d'un individu. C'est la responsabilité d'un environnement social délétère. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut se faire accompagner par l'intermédiaire d'un psychologue, par l'intermédiaire peut-être quand même du CSE ou de quelqu'un au sein de l'environnement de travail pour faire en sorte que la situation s'arrête. Voilà, je suis désolée, j'aimerais beaucoup apporter plus d'éléments de réponse, mais je sais qu'on est un peu tenu par le temps, en espérant avoir pu donner quelques billes et quelques portes d'entrée pour ce partage très riche. Merci beaucoup Honorine. On a plein de remerciements des gens qui nous quittent. On a Merci à littéralement vous. explosé le timing, mais on a été ravis de vous rencontrer, même si c'est virtuellement, et puis d'avoir pu contribuer un peu à cette petite introduction en santé mentale. Encore merci Honorine. Merci Angela Maria, merci à vous d'être venu si présent. Merci beaucoup. Très belle soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.